L'Atlas 3I vient de réaliser un exploit défiant les lois de la physique. Il a modifié son orbite de façon à contrer la gravité, suscitant une vive inquiétude chez les scientifiques. Avant même que son signal n'atteigne la Terre, il avait déjà enfreint une loi naturelle. Au lieu de poussière et de glace, son spectre a révélé la présence de nickel pur, un métal là où seule la glace interstellaire devrait se trouver. Il s'agit d'un visiteur colossal, de la taille de Manhattan, libérant des alliages métalliques dans l'espace profond, entre Mars et le Soleil. Ce qui a le plus intrigué les astronomes n'était pas le phénomène lui-même, mais la constatation. Il semblerait qu'une métallurgie soit active dans le vide cosmique. Initialement, l'objet fut classé comme le 3e visiteur interstellaire connu, un corps non lié au Soleil. On s'attendait à ce qu'il se comporte comme une comète typique, sublimant de la glace et formant une queue lumineuse s'éloignant du Soleil. Cependant, le télescope Hubble, l'observant fin juillet, a capturé un phénomène tout à fait différent. Pas de queue classique, mais plutôt un jet concentré de matière expulsée vers le Soleil, comme s'il y avait une propulsion dirigée. L'analyse a montré que ce jet dense et énergétique rejetait environ 150 kg de matière par seconde, du dioxyde de carbone, de l'eau, des traces de cyanure et de nickel, mais pas de fer. En août, les observations de Keck 2 ont confirmé l'anomalie. L'Atlas 3I émettait du nickel à raison d'environ 4 grammes par seconde, toujours sans fer. Cette absence est impossible à expliquer par des processus naturels. Dans toutes les comètes connues, le nickel et le fer apparaissent ensemble, formés dans les mêmes fournaises stellaires. L'un n'apparaît jamais sans l'autre. Or, 3I Atlas a enfreint cette règle, et, avec elle, peut-être notre compréhension même de ce qui est naturel dans le cosmos. C'est là que l'astrophysicien de Harvard, Avi Loeb, a dit tout haut ce que beaucoup n'osaient pas dire. Dans une interview accordée au New York Post, il a déclaré que le panache émis par l'Atlas 3I semblait correspondre au tétracarbonyle de nickel, un composé carbonylé de nickel très spécifique que l'on ne rencontre que dans la métallurgie industrielle, notamment dans les procédés de durcissement de surface utilisés dans l'aérospatiale. Il a été catégorique. On n'a jamais observé cela dans aucun autre objet. Ce composé ne résulte pas d'un comportement cométaire naturel, ni d'aucune comète jamais répertoriée. L'alliage qui ne devrait pas exister, le tétracarbonyle de nickel, ne devrait tout simplement pas provenir d'une comète. Sur Terre, ce composé apparaît dans des conditions contrôlées, des environnements à haute pression riches en monoxyde de carbone, où le nickel se lie au carbone et à l'oxygène pour pouvoir être transporté, déposé et utilisé pour revêtir ou renforcer les surfaces métalliques. Il est toxique, volatile, synthétique et extrêmement utile. Il contribue notamment à améliorer la résistance des métaux aux contraintes. L'industrie aérospatiale l'utilise car l'espace ne pardonne aucune erreur. Keck a également signalé que le panache de 3I Atlas contenait un flux constant de nickel. Non pas un pic isolé, mais un flux stable. Et une fois de plus, aucune trace de fer. Cette absence est plus significative qu'il n'y paraît. En physique des comètes, le fer n'est pas oublié. Le nickel et le fer se forgent ensemble dans les noyaux stellaires et les éjections de supernovas. Ils se condensent en roches et glaces primordiales, demeurant côte à côte à travers les âges. Même chez les 2 précédents visiteurs interstellaires, les 2 métaux se sont évaporés simultanément lors de leur réchauffement, à des niveaux comparables, des éléments naturellement complémentaires. L'Atlas 3I enfreint cette règle. Pour éliminer le fer et conserver le nickel, de manière propre et efficace, il faut de la sélectivité. Il faut un procédé. Il faut du contrôle. C'est pourquoi Loeb a tenu ses propos. Il a en substance accusé l'Atlas 3I d'être fabriqué, sans toutefois employer le terme « fabriqué ». Il a affirmé que ce comportement du nickel n'était connu que dans le cadre de la production industrielle, établissant une comparaison directe avec les revêtements utilisés dans l'aérospatiale. Rien dans la nature n'a jamais présenté un phénomène pareil. D'autres chercheurs ont tenté d'avancer des explications plus prudentes. Il se pourrait qu'un processus géochimique naturel et exotique, encore non documenté, isole le nickel d'une manière inhabituelle.
C'est un réflexe compréhensible. La science, par principe, évite de tirer des conclusions hâtives. D'abord, le domaine naturel est épuisé, mais l'Atlas 3i met cette discipline à l'épreuve, car il ne s'agit pas seulement de chimie, mais aussi de géométrie et de comportement. La queue d'une comète normale résulte de la pression de radiation, de la sublimation et du moment cinétique. La lumière du Soleil chauffe le noyau. Les composés volatiles se dilatent. Le vent solaire repousse la matière loin du Soleil. La queue pointe dans la direction opposée, un phénomène simple et prévisible. Mais 3i Atlas éjecte de la matière vers le Soleil, et non l'inverse. L'image prise par Hubble en juillet ne montrait pas une longue queue incurvée, mais plutôt un jet directionnel, une colonne de matière expulsée se dirigeant vers le Soleil. Il s'agit d'une anomalie physique à un degré qu'il est impossible d'exagérer. Un jet ne s'oriente pas de lui-même par rapport à sa source de chaleur, à moins qu'un élément ne le percute, ne le façonne ou ne le contrôle. En combinant ces deux faits, une chimie du nickel raffiné et une propulsion par jet dirigé, l'Atlas 3i cesse d'apparaître comme une roche passive et commence à apparaître comme un élément actif. Actif ne signifie pas vivant, mais réactif. Et c'est là que le calendrier cesse d'être simplement intéressant, il devient urgent. Début octobre, l'Atlas 3i s'est suffisamment approché de Mars pour que la sonde martienne puisse reconnaissance. L'orbiteur martien, MRO, de la NASA, a eu l'occasion de le capturer avec sa caméra eRISE, célèbre pour enregistrer des détails inférieurs au mètre de la surface martienne. Entre le 4 et le 7 octobre, alors que 3i Atlas passait à environ 19 millions de kilomètres de Mars, le MRO a capturé des images historiques, un objet interstellaire sous observation directe à haute résolution. La géométrie de la rébellion. Le comportement d'une comète devrait être banal, prévisible selon les lois de la physique. Chaleur, rotation et vent solaire définissent une symétrie simple. La moitié du corps exhale dans le vide, l'autre moitié se fige dans l'ombre. C'est ainsi que nous apprenons à lire les comètes. Leur queue raconte toujours une histoire. Voici le Soleil, et voici où j'étais. Mais l'Atlas 3i refuse de présenter cette histoire correctement. Les observations de Hubble, juillet, et de Keck, août, ont confirmé que le flux principal de matière n'était pas dirigé à l'opposé du Soleil, mais directement vers lui. Un comportement inverse à la normale. Ce flux contenait du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau, des exhalaisons cométaires typiques, mais aussi des traces de cyanure et la signature du nickel sans fer. Le jet a expulsé environ 150 kg de matière par seconde, suffisamment dense pour maintenir une structure cohérente, et non un panache diffus. Cette directionnalité défie toute logique mathématique. Le vent solaire exerce une poussée vers l'extérieur. La pression des photons le repousse. Pour qu'un courant jet naturel s'oriente vers le Soleil, il faudrait qu'un élément interne au corps génère une force directionnelle supérieure à la contre-pression du vent solaire. Il faudrait contrôler et confiner la zone. La géométrie de la rébellion devint encore plus claire lorsque le spectrographe Keck détecta des variations temporelles. Le panache n'était pas constant. Il pulsait. Parfois, le jet se renforçait et se rétrécissait. À d'autres moments, il s'étendait en éventail. Cette modulation implique une rotation synchronisée avec l'émission, ou une forme de régulation active. En laboratoire, on parle de déclenchement. Spatialement, de guidage. Les équipes de la NASA chargées des calculs orbitaux n'ont pas encore publié d'écart supérieur à ceux prédits par les modèles thermiques. Cependant, de légères différences dans l'éphéméride prévue, la position de l'objet par rapport au centre du système solaire, indiquent que la trajectoire actuelle de 3i Atlas présente un écart mesurable de l'ordre du micro-arc-seconde, faible mais constant. Il s'agit de la signature d'auto-interaction ou du couple de dégazage interne. Dans les comètes conventionnelles, ce phénomène s'explique facilement. Mais, dans le cas de 3i Atlas, le sens est inversé et le modèle devient donc invalide. Si ce processus était artificiel, par exemple, un jet stream contrôlé pour maintenir l'orientation vers le Soleil, cela expliquerait l'absence de queue et la production de composés capables de résister à une chaleur extrême. Le tétracarbonyle de nickel se décompose en nickel pur et en dioxyde de carbone.
sous la lumière du soleil, ce qui signifie qu'il pourrait fonctionner comme une forme d'échappement réfléchissant, voire comme un écran anti-radiation. L'orbite elle-même ne confirme pas l'intention, mais sa géométrie la suggère. Chaque enregistrement de l'Atlas 3I raconte la même histoire. Un objet conçu non pour la beauté photogénique, mais pour la fonction. La géométrie de la rébellion est une forme que nous ne comprenons pas encore, et en ingénierie cosmique, le premier pas vers la compréhension est précisément l'incompréhension. Dans les laboratoires industriels terrestres, le tétracarbonyle de nickel est un secret bien gardé de la métallurgie, invisible, mortel et d'une précision redoutable. Il se forme lorsque le nickel réagit avec le monoxyde de carbone sous haute pression et à température modérée, créant une vapeur transportable dans des systèmes clos. Une fois dans la chambre de destination, la chaleur décompose le nickel, laissant derrière elle une couche de nickel pur. Ce processus est délibéré, conçu avec soin, et mortel par inhalation. Découvrir cette même chimie jaillissant d'un corps interstellaire n'est pas une simple anomalie. C'est presque une remise en question des lois mêmes de la formation de la matière. L'analyse de Keck 2 a révélé une perte constante de nickel, sans trace de fer, une sélectivité inhabituelle dans la nature. Dans l'environnement cosmique, le fer et le nickel sont intimement liés. Ils se condensent ensemble lors des explosions d'étoiles en fin de vie, s'agglutinent dans les disques protoplanétaires et fusionnent dans la croûte des planètes voisines. Aucun système naturel connu n'a jamais produit d'émissions soutenues de nickel pur. L'Atlas 3I constitue ainsi une leçon silencieuse. Il semble maîtriser un processus que l'on associe aux machines, à savoir la capacité de séparer intentionnellement des éléments. La composition du panache indique un cycle thermique contrôlé. Le tétracarbonyle de nickel se décompose à environ 180 degrés Kelvin, libérant des particules de nickel et du dioxyde de carbone. Sous l'effet du rayonnement solaire, cette réaction pourrait se produire en continu, créant une boucle de rétroaction entre dépôt et érosion, agissant possiblement comme un mécanisme de régulation thermique. Ce type de cycle est instinctivement compris par les ingénieurs. La chaleur excessive provoque la décomposition. La décomposition modifie la réflectivité. La réflectivité régule la température. Dans un contexte artificiel, il s'agit d'un système de refroidissement passif. Dans un contexte naturel, c'est une coïncidence incompréhensible. Si ce processus est réel, cela signifie que l'Atlas 3I se forge au fur et à mesure de son déplacement. Chaque gramme de nickel expulsé pourrait se redéposer ailleurs à sa surface, renforçant ou lissant sa couche externe lors de sa traversée du système solaire interne. Phénomène d'auto-enrobage expliquerait l'augmentation constante de luminosité observée par les télescopes lors de son approche de Mars, ainsi que l'absence d'une queue de poussière conventionnelle. Les matériaux émis sont trop lourds et cohésifs pour se disperser comme des grains de silicate. Dans les usines, le nickel carbonyle est manipulé en circuit fermé. Rien ne s'échappe. Il n'existe que là où des systèmes intelligents maintiennent l'équilibre. Dans l'espace profond, en revanche, il n'y a pas de confinement, seulement le vide et les radiations. Pour que l'Atlas 3I puisse maintenir cette même chimie sans s'épuiser rapidement, des réservoirs internes et des mécanismes de recyclage seraient nécessaires, allant bien au-delà d'un simple dégazage. L'interaction de cavités de gaz sous pression avec des dépôts métalliques serait nécessaire pour générer le motif observé, un processus qui imite un flux industriel. Qu'il soit naturel ou artificiel, le résultat est le même. Un procédé produit un alliage métallique typique de l'ingénierie aérospatiale humaine, avec précision et discrétion. Les instruments de l'observatoire Keck ont détecté la signature, mais ne peuvent en expliquer l'origine. Dans les enregistrements, la lumière de l'Atlas 3I n'apparaît que sous forme de données, flux, raies spectrales, temps d'observation. Les télescopes ont rempli leur mission, mais les résultats ont divisé la communauté scientifique. Certains défendent une explication chimique inconnue, d'autres y voient des signes d'intentionnalité. Le rapport officiel adopta une approche prudente, attribuant le phénomène à des réactions photochimiques au sein d'un corps riche en carbone. Les dissidents, quant à eux, relevèrent des schémas réguliers d'émission et d'alignement avec le Soleil, incompatibles avec un dégazage aléatoire,
ce qui suggérait une intervention extérieure. Cependant, Keck est incapable de détecter la texture de surface, ce qui empêche de confirmer la présence de structures artificielles. La courbe de lumière présente un rythme inexpliqué, et les tensions se sont accrues lorsque les données relatives au nickel ont commencé à être comparées aux mesures infrarouges du télescope spatial James Webb. Le spectrographe NIRSPEC du télescope Webb a détecté des lacunes d'absorption similaires, confirmant que les émissions n'étaient pas des artefacts instrumentaux. Le phénomène était bien réel. La nature du noyau restait cependant incertaine. La possibilité que 3I Atlas transporte des composés de qualité industrielle remet en question la classification scientifique des visiteurs interstellaires. Traditionnellement, ces corps sont considérés comme des archives figées de la naissance des étoiles, intactes depuis leur formation. Celui-ci, en revanche, se comporte comme un fragment altéré, peut-être un vestige d'un système où la métallurgie a évolué différemment, ou encore où une technologie a survécu à sa propre extinction. Pour les chercheurs de Keck, le plus difficile n'est pas la chimie, mais le point de vue humain. Affirmer qu'un objet pourrait ne pas être naturel, c'est s'exposer au ridicule et à un examen institutionnel minutieux. Aucun scientifique ne souhaite être perçu comme celui qui a crié au scandale. La solution la plus sûre consiste toujours à publier les données et à laisser les autres en tirer les conclusions. Et c'est précisément ce qu'ils ont fait. Les dernières lignes de l'étude décrivent la production de nickel comme un processus étrange, mais peut-être naturel. Derrière cette modération se cache une grande rigueur. Ils ont mesuré l'anomalie, l'ont vérifiée, puis reconfirmée à l'aide de plusieurs instruments, et le résultat est resté inchangé. Ce qu'ils n'ont pas pu confirmer, c'est l'origine de la logique sous-jacente. L'Atlas 3I demeure une énigme inscrite dans ses éléments, et les images de Keck sont les ombres qu'il laisse derrière lui. Non pas des photographies, mais les reflets de quelque chose qui refuse l'ordinaire. Tout corps pénétrant dans le système solaire interne est soumis à un jugement lumineux. Le rayonnement n'éclaire pas seulement, il détermine la composition, la structure et la capacité thermique. Pour les comètes ordinaires, ce jugement se solde par une désintégration. Pour Atlas 3I, il semble entraîner une transformation. De juillet à octobre, des observations télescopiques ont enregistré une augmentation progressive de la luminosité qui ne correspondait pas à sa distance variable au Soleil. En théorie, un objet devient plus brillant à mesure qu'il s'approche, mais lorsqu'il s'éloigne, il devrait s'assombrir. L'Atlas 3I a fait le contraire. L'albédo, la fraction de lumière réfléchie, a augmenté régulièrement, même lorsque sa distance héliocentrique a augmenté. Cette contradiction a attiré l'attention des analystes photométriques de plusieurs observatoires. L'explication la plus simple serait le dégagement de poussière, phénomène courant lors du réchauffement des comètes. Cependant, les spectres ne présentaient aucune signature de silicate ni de traces de brume particulière. L'augmentation était en revanche spécifique à la longueur d'onde, avec une réflexion plus intense dans le proche infrarouge, ce qui est cohérent avec les surfaces métalliques. Autrement dit, sa luminescence n'était pas due à la poussière, mais à une transformation de sa surface. Sous l'effet du rayonnement solaire, le tétracarbonyle de nickel se décompose en nickel pur, formant une fine couche réfléchissante, comme si l'Atlas 3I se recouvrait de miroirs au fil de son voyage. L'émission et la recondensation continue de cette matière ont pu recouvrir l'objet de ses propres résidus, créant ainsi l'équivalent d'un miroir autoforgé. Plus il devenait brillant, plus il réfléchissait la chaleur, stabilisant sa température et lui permettant de s'approcher encore plus près du Soleil sans perte catastrophique. Le cycle est élégant. La chaleur provoque un dégazage. Ce dégazage dépose du métal. Le métal réfléchit la chaleur. Et l'objet survit. En ingénierie aérospatiale, ce concept est connu sous le nom de régulation thermique passive. Dans les comètes, ce phénomène ne devrait pas exister. Les modèles de trajectoire étaient ajustés quotidiennement pour tenir compte des petites perturbations. L'Atlas 3I n'a pas présenté d'écarts importants, mais son taux de dérive angulaire a diminué, ce qui suggère un contrôle par la quantité de mouvement. L'absence de couple aléatoire, caractéristique des émissions irrégulières,
indiquait une rotation stable, comme si l'objet équilibrait sa propre thermodynamique. Les explications naturelles sont bien pâles en comparaison de la précision de ce comportement. Jamais auparavant, un objet interstellaire n'avait été observé s'adapter aussi nettement aux contraintes solaires. Ses deux prédécesseurs, Oumuamua et Borisov, se comportaient comme des vagabonds exemplaires. Leur éclat était suivi d'un déclin thermophysique prévisible. L'Atlas 3i rompt avec cette lignée. Il orbite autour du Soleil non comme un débris, mais comme s'il comprenait le sens de la résistance. Le miroir qu'il est devenu révèle une vérité cruciale. La réflectivité est synonyme de survie. Que vous l'ayez appris de la physique ou de la programmation, cela reste encore hors de notre portée. Ce qui est certain, c'est que sa surface n'est plus la même qu'à son entrée dans le système solaire. Le Soleil a tenté de la brûler, mais a fini par la polir. Lorsque l'accès direct aux données devient politiquement ou logistiquement impossible, la lumière demeure le seul médium qu'aucune instance ne peut totalement maîtriser. Chaque photon qui quitte un objet porte l'empreinte de son origine, et les télescopes du monde entier continuent de lire ces empreintes, avec ou sans autorisation. Depuis les découvertes de Keck et Webb, des observatoires du Chili aux îles Canaries analysent les battements spectraux de 3i Atlas. Chaque équipe travaille indépendamment, suivant les infimes fluctuations de luminosité, pour tenter de déterminer si la lueur qui recouvre sa surface est chaotique ou intentionnelle. Les enregistrements photométriques révèlent une modulation récurrente, de petits pics rythmiques d'intensité réfléchie, survenant à des intervalles trop réguliers pour être du bruit. Ce motif se répète toutes les 9 heures, ce qui coïncide avec une possible période de rotation, mais suggère également une symétrie contrôlée des surfaces réfléchissantes. Les comètes typiques tournent de façon erratique. Leurs courbes de lumière ressemblent au graphique des battements cardiaques d'un patient en train de s'effondrer. L'Atlas 3i, en revanche, ressemble à un métronome. Cette stabilité implique un équilibre, et non un effondrement. Si la réflectivité de l'objet résulte d'un auto-revêtement de nickel, l'effet visuel est pratiquement identique à celui des panneaux à miroir artificiels. Chaque rayon de soleil qui frappe ces surfaces produit une luminosité mesurable, et pour les analystes optiques, cette luminosité suit un schéma précis. Simple coïncidence? Peut-être pas. Les ordinateurs de défense planétaire du Maryland et de Darmstadt ont déjà intégré ces mesures à leur modèle prédictif. Une surface aussi réfléchissante accroît l'intensité du rayonnement solaire, ce qui peut légèrement dévier la trajectoire de l'objet. Les modèles suggèrent un déplacement cumulé de quelques dizaines de kilomètres le long du prochain arc orbital. Insuffisant pour engendrer un risque d'impact, mais suffisant pour démontrer que l'objet interagit avec la lumière de manière délibérée, ou du moins de façon efficace. Pour l'instant, le débat est plus sémantique que technique. Les scientifiques parlent de variation d'albédo. Les ingénieurs, observant les mêmes données, y voient une régularité du signal. Entre ces deux interprétations se situe l'hypothèse la plus troublante. Peut-être que la différence n'a plus d'importance. Que ce phénomène soit le fruit du hasard chimique ou le reflet d'une intention, les lois de la physique restent les mêmes. Un corps céleste utilise la lumière solaire d'une manière inédite. Si c'est l'œuvre de la nature, elle nous apprend quelque chose. S'il s'agit d'une création d'une intelligence, il attend. Dans les deux cas, le message est inscrit dans une faible lueur, trop faible pour nos yeux, mais suffisamment puissante pour brouiller la frontière entre hasard et dessein. Chaque observatoire qui observe l'Atlas 3i s'observe, d'une certaine manière, lui-même, testant jusqu'où la raison humaine peut aller avant de s'effondrer. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire et pensez à vous abonner pour plus de contenu sur l'Atlas 3i.